Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, l'essentiel de l'actu-tech en quelques minutes. Je vous rappelle que pour toutes nos discussions et pour toute l'actu-tech, eh bien, il y a le replay de notre live de 11h ici disponible, sur notre chaîne Twitch avec l'adresse en description. Allez, c'est parti. Débutons avec un téléviseur plutôt impressionnant puisqu'il vient de chez TCL et c'est un écran 85 pouces 8K mini LED avec 2096 zones de rétroéclairage. C'est plutôt énervé, c'est même un record dans le genre pour ce téléviseur qui n'est pas un téléviseur OLED, mais qui est un peu le top du top des téléviseurs mini LED. Attention par contre, TCL annonce un petit prix autour des 10 000 € pour s'offrir cette merveille. Est-ce qu'à ce prix-là, on n'a pas plutôt envie de s'offrir un très bon écran OLED? Je vous laisse choisir et gérer votre porte-monnaie comme vous le voulez. Passons maintenant à un écran un peu plus petit et moins impressionnant, mais qui va, je pense, très bien se vendre. C'est l'écran du prochain MacBook Air d'Apple. Les rumeurs continuent d'affluer et on a désormais une date qui serait peut-être repoussée à la fin 2022, mais toujours un appareil très séduisant puisqu'il ressemblerait, on ne va pas se mentir, à un iMac portable. Des couleurs acidulées, un nouveau système de Touch ID évidemment, des bords également d'écran affiné, de quoi continuer à vendre par palette cet ordinateur très populaire chez Apple. On garderait par contre les deux seuls ports USB-C, mais on adopterait aussi le fameux chargeur MagSafe qui devrait être inauguré dans les futurs MacBook Pro qui, je vous le rappelle tous les jours, ne sont toujours pas annoncés. Passons maintenant au smartphone et à Samsung avec peut-être le plus gros absent de cette année, le Galaxy S21 Fan Edition ou FE qu'on attendait, on ne sait pas du tout, eh bien il serait peut-être définitivement annulé. La faute encore une fois à une pénurie de chipsets et du côté de Qualcomm de Snapdragon 888. Le constructeur californien ne peut fournir au constructeur coréen que quelques-uns de ses SoC et je vous rappelle que du coup Samsung a décidé de faire le focus de ces SoC pour sa gamme Z Flip et Z Fold qui se vendraient beaucoup mieux que la génération précédente. Du coup, victime collatérale, ce S21 FE que beaucoup attendaient. Je vous rappelle, c'était une gamme milieu de gamme avec toutes les fonctionnalités quasiment du premium. À voir, on aura la réponse d'ici normalement mi-octobre au plus tard. Passons maintenant du côté de chez iOS et d'Apple avec, côté iFixit, le célèbre site de démontage et de réparation de téléphone qui s'est attaqué évidemment aux iPhone 13 et aux iPhone 13 Pro. Il leur a mis une note de 5 sur 10, ce qui est pas top, mais pour Apple, presque mieux qu'avant. Avec, vous allez voir à l'intérieur, déjà la confirmation que nous avons des batteries en L plus imposantes. Également un démontage toujours aussi difficile à cause de tous les joints d'étanchéité et des nombreuses vis qui truffent ces téléphones. Mais par contre, un accès aux différents composants et au remplacement des différents composants qui est un peu plus aisé que sur la génération 12 en tout cas. Allez voir ça si vous voulez comprendre comment fonctionne votre iPhone et profitez-en pour ne surtout pas le réparer vous-même et notamment l'écran. Nos confrères de ZDNet nous rapportent que nous aurions des bugs sur les remplacements d'écran d'iPhone 13. Je vais vous montrer ces écrans qui sont des nouveaux, avec un petit gros plan ici, vous voyez, hop. Ici un iPhone 12 mini, ici un iPhone 13 normal avec la fameuse encoche qui est plus réduite qu'auparavant. Et bien en tout cas, un autre site spécialisé dans la réparation qui s'appelle Repair Guru a tenté du coup de réparer et de changer des écrans avec notamment aussi des pièces d'origine de chez Apple. Et bien à leur grande surprise, même s'ils ont tout remonté comme il le fallait, contrairement à un iPhone 12, l'iPhone 13 bloque Face ID et ce dernier refuse de fonctionner quel que soit l'écran que vous mettiez, même un écran officiel. Ça ressemble du coup plutôt à un bug et en attendant que Apple réagisse à ce problème, on vous conseille évidemment de faire très attention si vous avez déjà un problème avec votre iPhone 13. Mais si vous avez déjà un problème avec votre iPhone 13, déjà, j'aurais envie de vous donner une minute de silence. Mais on n'a pas le temps. News suivante. Allez, on passe du côté de l'autre nouveauté de la rentrée chez Apple, c'est évidemment l'iPad mini 6. Je vous rappelle, il est très joli, il est très cher, je l'ai ici. Et je vais vous montrer pourquoi. Eh bien parce qu'on aurait peut-être détecté un autre souci là-dessus sur l'écran. C'est pas une histoire de remplacement ce coup-ci, mais une histoire de défilement. Le journaliste de The Verge, Dieter Bohn, s'est rendu compte que le défilement, notamment en vertical, en portrait, avait un système de tearing. Vous voyez, il n'y a pas de synchronisation entre la partie droite et la partie gauche de l'écran. Ça ne fonctionne que en mode portrait, mais ça marche sur tous les sites et on a testé ici chez les numériques et on peut vous confirmer que, j'espère que vous arriverez à le voir sur la vidéo YouTube ici, lorsque l'on défile évidemment sur l'écran, nous avons un léger décalage, j'essaie de vous montrer au mieux, entre la partie droite et la partie gauche, quelque chose qui ne fonctionne pas en mode paysage. On va voir si Apple va régler ça, mais c'est évidemment très fâcheux pour une tablette qui coûte entre 560 et 730 €. En tout cas, vu le problème et vu qu'il ne touche que le mode portrait,
ça ressemble plus à un bug qu'à autre chose, on prie pour que ce soit corrigé très vite. Passons maintenant du côté de chez Google et pas de nouveautés hardware, toujours pas de Pixel 6, il faut qu'ils arrivent eux aussi du coup, mais une nouveauté logicielle très intéressante qui fait écho aux annonces de Google I.O. au mois de mai. La traduction en direct durant Google Meet va être mise en place en bêta et dans 5 langues, donc l'anglais, l'espagnol, le français, le portugais et l'allemand. Et une nouveauté assez impressionnante, vous allez pouvoir discuter avec des gens et avoir en temps réel et de manière plutôt réactive eh bien, des sous-titres qui vont apparaître. C'est évidemment une des premières briques qui arriverait à une traduction universelle en temps réel qui vous permettrait de parler et d'avoir votre voix traduite dans toutes les langues désirées. Mais c'est un premier pas et on a hâte d'essayer pour voir si ça marche. Ça va aider en tout cas beaucoup d'entreprises et beaucoup aussi de familles un peu cosmopolites à peut-être mieux communiquer. Passons maintenant au transport et passons à l'Asie avec un focus sur un constructeur vietnamien, un constructeur chinois. Le constructeur vietnamien, vous ne le connaissez peut-être pas, il s'appelle VinFast, mais il est extrêmement ambitieux, un fonds de 4,5 milliards de dollars, une usine flambante neuve à côté de Hanoï et des véhicules qui vont arriver en Europe dessinés par Pininfarina, rien de moins. Regardez-moi ces deux SUV, le VF E35 qui fait 4,75 m pour 5 places et le VF E36 qui lui fait 5,10 m pour 7 places. Ils vont évidemment venir s'attaquer à ce segment extrêmement disputé des SUV électrique. On attend aussi de voir comment les règles du jeu vont changer puisque les constructeurs européens sont en train de s'y mettre clairement. Est-ce que les SUV vont continuer à être à la mode aussi? C'est une autre question qu'on s'est beaucoup posée ce matin. Mais en attendant, surveillez ce constructeur avec un V très visible puisqu'il s'appelle VinFast et qu'il s'annonce extrêmement ambitieux aussi. On passe du côté de la Chine et on passe aux deux roues avec Super Soco, que vous connaissez peut-être un peu mieux. On commence à voir leur moto électrique de plus en plus dans les rues françaises. Eh bien, ils vont aussi s'attaquer au maxi scooter avec une référence qui s'appelle le CT3, un équivalent de gros scooter 125 cm3, 125 km de vitesse de pointe, 180 km d'autonomie. On n'a que quelques images pour l'instant et notamment à travers son grand écran TFT. Vous voyez, ça ressemble à un bon gros maxi scooter avec une ligne et notamment des feux arrière assez futuristes. On s'attend aussi à un prix un petit peu costaud. Je vous rappelle que les petites motos Super Soco actuellement coûtent 5 600 €. Donc à voir pour ce scooter électrique. Mais on a hâte de voir ce qu'il va donner et on a hâte de voir aussi ce que donnera le BMW C04 à la fin de l'année. On aura en tout cas pour les amoureux des gros scooters électriques et qui ont aussi les moyens, un peu plus de choix. Allez, on passe aux réseaux sociaux et on va aller sur Tinder. C'est notre spécialiste des réseaux sociaux en général, Romain Chaland, qui évidemment a mené l'enquête sur ce réseau de rencontres et sur les nouveautés, notamment de Tinder, pour essayer un peu de réengager ses membres et de les faire se rencontrer, se matcher un peu plus facilement. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Tinder est quand même très basé sur le physique parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de matcher des personnes qui vous plaisent physiquement. Eh bien, Tinder explore de nouvelles possibilités de matcher et dont un système qui s'appelle Explore, qui permettrait aux membres d'orienter directement leur recherche du match parfait en fonction de ce qu'ils aiment et de ce qui les intéresse. Enfin, autre chose que le physique. Nous aurons également des Swipe Night, tout un programme qui permet notamment aux gens de plus se rencontrer. Et puis un Fast Chat qui va permettre, selon écoutez, vos goûts dans le mode Explore, de vous matcher automatiquement et de manière random. Donc ce ne sera pas possible pour des relous de matcher tout le monde, pour discuter rapidement et voir si vous avez encore une fois des goûts ou des questions en commun. En tout cas, on terminera sur les profils aussi vidéo, puisqu'on est à l'ère de la vidéo courte et TikTok n'est pas très loin de tout ça, qui permettront aussi aux membres de Tinder de peut-être plus s'exprimer, de plus se montrer qu'à travers la fameuse photo Snapchat avec le filtre Snapchat. On continue avec les réseaux sociaux et on passe ce coup-ci à Facebook qui est pris dans un nouveau scandale. Oh, quelle surprise! On apprend notamment que le géant des réseaux aurait payé la bagatelle de 5 milliards de dollars à la FTC pour que cette dernière n'attaque pas personnellement les dirigeants de Facebook, dont Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg. Ce sont des documents très officiels qui ont été dévoilés. Facebook a en tout cas payé 5 milliards de dollars aux régulateurs américains pour protéger ses dirigeants. C'est une somme absolument incroyable. Je vous rappelle que tout ça se passe dans le contexte de la fameuse affaire Cambridge Analytica qui avait secoué les élections présidentielles de 2016 et qui avait montré que le détournement massif de données et les fake news faisaient un cocktail assez explosif et assez désastreux. On apprend aussi dans ces documents que peut-être les dirigeants auraient été pris en flagrant délit de délit d'initié et qu'avant que cette enquête qui pouvait exposer Facebook à une amende de plusieurs milliards, voire plus de 100 milliards de dollars, les dirigeants de Facebook auraient vendu en masse leurs actions. Donc ce n'est pas fini encore une fois pour Facebook les ennuis, mais j'ai envie de dire, ils ne vivent qu'avec les ennuis et continuent de cartonner.
Et en parlant de carton et de Facebook, on va rester chez eux, parce que je vous rappelle, Facebook, ce n'est pas que le réseau Facebook, c'est aussi WhatsApp, Oculus et Instagram. Et on parle d'Instagram et d'un projet pour Facebook de créer un Instagram for Kids, un Instagram pour les enfants. Selon les mots de Facebook et de Adam Mosseri, le directeur d'Instagram, c'est une manière d'avoir un réseau qui est plus protégé, qui est fait pour les enfants, qui n'a pas de publicité. Évidemment, beaucoup de politiques et d'organisations civiles voient ça d'un autre œil que de l'œil, on va dire, bienveillant de Facebook pour les enfants. Mais suite aux nombreuses levées de boucliers depuis le mois de mai, eh bien, Instagram a décidé de mettre en pause le projet et de plus discuter avec des parents, des chercheurs et des experts pour mieux, en tout cas, réavancer sur cet Instagram for Kids. Ils ne l'ont pas lâché pour l'instant. Et donc, on aurait un réseau pour les moins de 13 ans. Les 4 politiques américains qui avaient notamment poussé Facebook à abandonner le projet se sont pour l'instant félicités de la mise en pause du projet, mais pour eux, ce n'est pas suffisant. Notamment, le sénateur Ed Markey a annoncé que pour lui, la seule solution qui le satisfera, c'est l'arrêt pur et simple et définitif de ce projet. Il ne faut pas que Facebook fasse de réseau pour enfants. Je vous rappelle qu'en ce moment, il y a beaucoup de documents qui circulent et qui expliquent notamment qu'Instagram est une source de beaucoup de dépression et beaucoup de pression sociale en tout cas, notamment chez les jeunes. On termine avec les réseaux sociaux très rapidement pour commenter et témoigner du succès fulgurant de TikTok. Je vous rappelle que chaque semaine, on a des chiffres toujours plus fous et TikTok vient d'annoncer en tout cas avoir passé la barre symbolique du milliard d'utilisateurs mensuels actifs. Une barre que très peu de réseaux sociaux peuvent se permettre. On peut parler de quelques plateformes comme WhatsApp et quelques réseaux comme Facebook, mais ce sont évidemment des étapes que certains comme Snap ou comme Twitter n'ont jamais atteint. En tout cas, TikTok est parti pour durer. On s'attendait à un nouveau Vine et on a peut-être le nouveau YouTube. On enchaîne avec les pays et ce coup-ci on va en France qui, selon l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, est toujours un peu plus innovant. On est passé de la 16e place en 2019 à la 12e place en 2020 à la 11e place en 2021. Nous voici aux portes du top 10, selon l'OMPI en tout cas, qui se base sur les investissements dans la science et l'innovation, le progrès technologique et l'impact socio-économique des innovations. Un classement qui est en tout cas largement dominé par l'Europe et par la Suisse. Je veux bien dans les commentaires, pour les Suisses qui nous regardent, que vous m'expliquiez quelles sont notamment les innovations qui permettent à la Suisse de griller absolument tout le monde. Je vous rappelle aussi que l'Asie est présente, mais en tout cas pas encore beaucoup représentée là-dessus. Est-ce que parce que leur notion d'innovation est comptée différemment? On verra. On revient aux États-Unis maintenant avec une innovation, mais du mauvais côté. On rappelle que les rançongiciels, les ransomware sont toujours plus performants. Et on rappelle que cet été a eu lieu la plus grande attaque de l'histoire, l'attaque de Kaseya par le groupe Revil, qui a bloqué, je vous rappelle, des centaines et des centaines d'entreprises aux États-Unis, que ce soit des entreprises privées, comme des supermarchés ou autres, mais aussi des organismes publics, comme des écoles et des hôpitaux. Ça, c'est beaucoup plus grave en tout cas. Eh bien, le temps que les otages de ce rançongiciel aient payé leur amende pour obtenir la clé qui va les débloquer, en tout cas leurs infrastructures auprès de Revil, on apprend que le FBI avait obtenu ces clés très tôt et on apprend que le FBI n'avait pas aidé les victimes parce qu'il ne voulait pas se faire découvrir par le groupe Revil. Donc, gros débat aux États-Unis sur le fait que le FBI a laissé des infrastructures notamment sensibles dans la panade pendant des semaines et des semaines alors qu'ils auraient pu les aider. Mais le FBI se défend et assume sa décision, et une décision qui est également un peu soutenue par les responsables professionnels de la sécurité informatique, en expliquant qu'évidemment le FBI essaie de remonter jusqu'aux sources de ce ransomware et de venir décapiter littéralement le groupe Revil, qui, je vous le rappelle, est un des principaux gangs. Est-ce qu'ils ont été repérés ou pas ? On ne sait pas, mais Revil, on vous rappelle, cet été avait aussi disparu brutalement d'Internet avant de revenir petit à petit. Est-ce que le jeu du chat et de la souris s'est bien passé entre le FBI et Revil? On ne saura jamais. Mais en attendant, eh bien, ils avaient les clés et ils ne les ont pas données. On termine avec du gaming sur l'histoire de manette ou d'absence de manette. Je vous rappelle que vendredi, nous avions découvert dans la joie et l'allégresse que Nintendo allait nous revendre des manettes de Nintendo 64 et des manettes de Mega Drive à 50 $ pièce. Une joie encore une fois, mais la nostalgie n'a pas de prix. Enfin si, un prix du coup, 100 $ pour ces deux manettes. Eh bien on apprend pour enfoncer le clou, encore une fois, que nous, occidentaux, recevrons donc cette manette que beaucoup de gens connaissent à 3 boutons, mais que le Japon aura la nouvelle version de la manette qui était sortie aussi pour la Mega Drive, la manette 6 boutons, qui était évidemment plus pratique pour jouer à Street Fighter & Co. Donc vraiment, jusqu'au bout, on se sera bien fait avoir par Nintendo sur ce petit programme nostalgique. On reste dans les histoires de manettes de jeux vidéo, mais du bon côté, ce coup-ci de la force, puisque Google a annoncé que Stadia
pourrait être jouable sur une télé sans manette de jeu avec un simple smartphone. C'est une très bonne idée de la part de Google, même si Stadia n'est globalement pas une très bonne idée. Mais en tout cas, je vous rappelle que le gaming et le cloud gaming va attirer beaucoup de nouveaux joueurs et de nouvelles joueuses puisqu'ils ne requerront pas de matériel dédié. Donc pas de console, ce sera directement dans votre smart télé si vous le voulez ou dans vos ordinateurs ou téléphones existants. Et désormais, pas de manette dédié nécessaire pour jouer, mais juste un téléphone. Alors évidemment, c'est moins confortable avec un téléphone qu'avec une manette, mais le but du jeu, c'est que plein de gens se mettent aux jeux vidéo via ceci, et ensuite continuer à être des joueurs et des joueuses avec ceci. On espère en tout cas que ça portera ses fruits pour Google. Il reste juste à changer tout Stadia, et on est pas mal. Voilà, c'est la fin de l'essentiel de l'ActuTech pour ce mardi 28 septembre. Je vous retrouve dès demain pour un nouveau condensé évidemment, dès demain à 11 h pour un nouveau live. Et on vous laisse évidemment avec les tests qui sont sur le site actuellement. Qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? Eh bien, un test de casque, le Marshall Major 4, grosse autonomie, rôle de sonorité, on va dire, pour la faire rapidement. Le Dyson V12 Slim Absolute qui fonctionne très très bien, mais qui a une autonomie, lui, un peu limité, contrairement au casque Marshall. Et enfin, le TP-Link RE605X, qui est un répétiteur Wi-Fi 6, qui vous permet évidemment de faire un bon réseau chez vous et qui fonctionne bien, même s'il est 100% propriétaire. Voilà pour nos tests. On se retrouve dès demain pour du live, pour du condensé. C'est la folie. Des bisous.